Bonsoir, chers tous et chères toutes. J'espère que vous allez très bien. Madame Aïssatou, est-ce que vous pouvez couper votre micro pour Ok, permettre aux uns aux autres de pouvoir bien suivre? Donc, nous sommes là pour poursuivre le parcours de compétences pour l'obtention d'une certification en management de projet et suivi évaluation de projet. Donc, pour ceux qui nous ont rattrapés aujourd'hui, nous sommes dans un parcours de compétences. Nous avons déjà fait 3 modules et je pense que, comme je vous l'ai expliqué, vous aurez le temps de rattraper ces 3 modules-là à la neuvième promotion, puisque nous sommes à la huitième promotion. Donc, nous aurons vraiment le temps de revenir sur ça pour que vous puissiez rattraper. Donc, ici, vous prenez le train avec ce module-là qui porte sur la théorie du changement, l'élaboration et la conduite. Nous allons voir les deux, comment on élabore et puis comment on conduit. Et dans notre stratégie de formation, nous prévoyons un volet gratuit et un volet payant. Un volet gratuit pour permettre aux gens pour faciliter du moins la prise de contact avec des personnes, peut-être ceux-là qui doutent de notre compétence ou bien qui doutent est-ce que c'est vrai parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs formations qui sont vendues. Quand les gens payent, on ne les voit plus, ils disparaissent. Ou bien les gens vendent des produits digitaux que eux-mêmes, ils n'ont même pas conçus. Donc, tu ne peux même pas leur poser des questions pour qu'ils puissent te répondre. Donc, c'est au vu de tout ceci, après toutes ces informations collectées, nous avons voulu faire la différence en proposant un cours gratuit où nous montrons les bases, nous permettons des échanges, des débats afin de pouvoir montrer aux gens de quoi nous sommes capables. Et après, nous passons maintenant à la phase payante. Et c'est au niveau de cette phase payante maintenant que nous allons vraiment en profondeur pour apprendre encore beaucoup de choses. Donc, on n'est pas nombreux et majoritairement, on n'a que les anciens. On n'a que euh, on n'a que deux nouvelles têtes qui sont avec nous ce soir. Il s'agit de Monsieur Nicolas et puis de Madame Véronique. Donc, c'est les deux nouvelles qui sont avec nous ce soir. Donc, Madame Véronique est au Bénin ici avec nous, à Materi, et Monsieur Nicolas est au Tchad. Et nous avons échangé avec eux. Monsieur Nicolas a décidé de poursuivre la formation avec nous jusqu'à la fin de la certification. Madame Véronique a voulu d'abord suivre la phase gratuite et après, les échanges les échanges vont se poursuivre. Donc, Madame Aïssatou est au Bénin ici, précisément à Parakou. Madame Saran, Madame Nabé, les deux sont en Guinée. Donc, il y a aussi euh, deux autres personnes, bon, trois autres personnes qui sont absentes, vont peut-être vont nous rejoindre ici avant la fin de l'heure. Et dans les trois, nous avons deux qui sont en Guinée et une personne qui est au Bénin, précisément à Porto-Novo. Donc voilà un peu le point de présence qu'on peut faire. Donc on peut dire en quelque sorte que tout le monde est là. Peut-être qu'il y aura des nouveaux qui vont nous rejoindre après. Donc on verra bien. Puisque cette phase est ouverte à tout le monde. Donc, tout le monde peut vraiment participer, suivre, donner, poser des questions, donner aussi la connaissance qu'il a par rapport à ce module. Donc, voilà un peu la petite introduction que j'ai à faire avant que nous puissions démarrer. Donc, nous avons accusé suffisamment de retard. Normalement, à 21h30, nous avons fini parce que c'est de 20h à 21h30, 1h30. Je ferai l'effort de rester dans le temps, même si on va dépasser, on ne va pas exagérer. Donc, cette formation, nous allons faire cette phase gratuite pendant 2 jours. La première journée, c'est aujourd'hui. Et puis demain, nous allons clore. Donc, et demain, ça sera beaucoup plus sur des éléments en lien avec des cas pratiques. Aujourd'hui, si nous avons pu évoluer, on va voir vraiment l'essentiel à retenir. On va partager aussi le, la vidéo, puisque actuellement, je suis en train d'enregistrer. Vous pouvez suivre ça après à tête reposée. Donc, vous n'avez pas besoin de noter mot pour mot ce que je suis en train de dire ou bien de pouvoir réécrire ce qui est dans le PDF que je suis en train de présenter. Ça sera partagé
avec vous à la fin de cette formation. Donc, nous aurons pour cette phase gratuite 4 points. Nous allons voir les concepts liés à la théorie du changement, l'introduction à la théorie, à la conception d'une théorie de changement, le processus de la théorie de changement et un cas pratique sur la théorie de changement. Donc, voilà un peu ce que nous allons voir au cours de ces 2 jours-là. Alors, suivez-moi très bien. Nous allons prendre des cas que nous allons prendre pour pouvoir illustrer. Il y aura des cas que nous allons prendre, je vous l'ai dit tantôt, pour illustrer ou bien étayer nos explications. Quand on veut parler de théorie de changement, il y a ces termes-là que vous ne devez jamais confondre, que ce soit en gestion de projet, que ce soit en suivi-évaluation. Il y a de ces termes-là que vous ne devez jamais bégayer. Vous devez faire la différence nette. Il s'agit d'intrants, activité, output, outcome, effet, impact, hypothèse, risque, indicateur et partie prenante. Si vous faites la confusion de ces termes-là, vous n'êtes pas encore prêt pour être gestionnaire de projet. C'est vrai qu'on l'a vu en management de projet, on l'a encore vu en gestion de projet sensible genre, on l'a vu encore dans les outils de gestion de projet et ça revient encore ici. Et ça sera pareil pour tous les modules, de telle sorte que vous puissiez voir vraiment la pertinence de pouvoir maîtriser ces notions-là. Les intrants, c'est quoi un intrant? Quelqu'un peut m'aider? Madame Nabé, vous avez 2 micros ouverts. Vous avez 2 micros ouverts. Essayez d'éteindre un micro. Est-ce que quelqu'un peut m'aider par la définition d'un intrant? C'est quoi un intrant selon vous? Ça ne devait pas être calme comme ça. C'est quoi un intrant selon vous? Un intrant pour vous aider, c'est toute ressource matérielle ou immatérielle qu'on emploie ou qu'on affecte pour la bonne exécution d'une tâche, d'une activité. Je reprends, un intrant est toute ressource matérielle ou immatérielle. Quand je dis matériel, par exemple, ça peut être un vidéoprojecteur, un véhicule, par exemple, une salle de réunion, ça peut être peut-être un GPS, etc. Immatériel, ça peut être par exemple un logiciel. Vous voyez, ça peut être un logiciel, par exemple, qui est immatériel, qu'on ne peut pas toucher. Ça peut être peut-être une réflexion, etc. Donc, voilà pourquoi on appelle ça ressources immatérielles. Donc, il y a aussi l'argent qui est là. Il y a la ressource humaine, ça c'est matériel, donc qu'on peut utiliser pour pouvoir exécuter une activité. Je prends un exemple pour que vous puissiez comprendre. Nous voulons former les femmes sur les méthodes contraceptives. Nous voulons former les femmes sur les méthodes contraceptives. Ce que nous avons besoin pour que cette formation-là marche, qui peut m'aider? De quoi avons-nous besoin pour que cette formation-là se déroule dans de bonnes conditions? Qui peut m'aider rapidement? Monsieur Jack, Oui, je peux dire quelque chose. oui, allez-y. Pour que la formation réussisse, J'ai l'impression que vous avez 2 micros allumés. Est-ce que vous avez 2 appareils qui sont connectés? Parce qu'il y a des échos en fait. oui, je vais me déplacer. Voilà, s'il y a des échos, ou bien vous coupez le son d'un portable et puis vous pouvez parler. Allez-y. Oui, il faut, pour que la formation réussisse, il faut des ressources. D'abord, Oui, oui, par exemple, si c'est en ligne,
Ou bien Oui. si, Non, on si c'est suppose pas que c'est en présentiel. en présentiel, Oui. il faut avoir d'abord les personnels qui doivent être formés. Oui, les personnes qui doivent être formées. Oui. Les personnes qui doivent être formées. Oui. Et c'est là qui forment Les formateurs, très bien. les Oui. formateurs. Ou Il bien faut les avoir personnes ressources. Oui. On aura quoi? une salle de formation. Une salle de formation. Voilà. Il faut avoir c'est-à-dire des choses dedans où les formateurs Voilà. C'est déjà bon. des papiers, C'est ça. des, C'est déjà bon. Je pense que vous avez déjà compris. des On aura ordinateurs, besoin, tout. voilà, des imprimantes. On aura besoin Des des personnes imprimantes, tout. ressources. On aura besoin de l'argent. On aura besoin des papiers RAM. On aura besoin des experts. On aura besoin des caméramans pour peut-être communiquer sur la formation, etc. Donc, tout ce dont nous avons besoin pour que cette activité-là se réalise dans de bonnes conditions, c'est ça qu'on appelle les intrants. J'espère que c'est clair maintenant dans la tête de tout le monde ce qu'on appelle intrants en gestion de projet. Maintenant, c'est quoi une activité? Une activité, c'est ce qu'on nous demande concrètement de faire. Avec tout ce qu'on a cité là, on a besoin de vidéoprojecteurs, on a besoin de salles, on a besoin de personnes ressources, on a besoin de formateurs, on a besoin des experts, on a besoin des prototypes de contraceptifs, on a besoin des vidéos de démonstration, on a besoin de témoignages, des personnes qui vont témoigner par exemple. On a besoin de l'argent pour payer les PDM, pour payer peut-être d'autres choses. On a besoin de papier RAM, on a besoin de marqueurs. Tout ce que j'ai cité là doit nous servir à faire quelque chose. La chose dont ça va nous servir à faire, c'est ça qu'on appelle activité. Donc, pour pouvoir répondre à cette question, on va se poser juste là. Et pour pouvoir trouver l'activité, on se pose la question, que fait-on? Et pour pouvoir trouver les intrants, on va se poser la question, avec quoi? Donc, que fait-on? Avec quoi? Donc, quand vous dites que fait-on? La formation des femmes sur les méthodes contraceptives, ça, c'est l'activité. Avec quoi? Avec une salle de classe, avec une personne de ressources, avec de l'argent, avec de l'imprimante. Tout ce qu'on va citer, c'est ça qu'on va appeler intrant. Maintenant, c'est quoi un output? Un output se trouve à deux niveaux. On peut parler de produit, on peut parler de résultat. Produit, c'est quoi? C'est ce qu'on obtient directement après une intervention. Quand on dit un produit, c'est ce qu'on obtient directement après une intervention. On garde toujours notre exemple. Hein? On garde toujours, c'est l'exemple, on va garder jusqu'à la fin, afin que vous puissiez mieux comprendre. Un output, j'ai dit, nous avons deux niveaux. Nous avons produit, c'est qu'il y a deux branches là. Nous avons produit et nous avons résultat. Le produit, c'est quoi? C'est ce qu'on obtient directement après la mise en œuvre d'une activité. On prend toujours notre exemple. On suppose que c'est 300 femmes que nous voulons former. On a fini de former les 300 femmes. À la fin, qu'est-ce qu'on a directement? Qu'est-ce qu'on peut dire directement? On peut dire 300 femmes formées, 300 femmes qui maîtrisent, 300 femmes renforcées, 300 femmes qui ont été formées sur les méthodes contraceptives. Ça, c'est un produit. Tout ce que vous avez immédiatement après l'intervention, après une activité, ce n'est pas encore un résultat, mais c'est plutôt une activité et c'est plutôt un produit. Maintenant, pour qu'on ait les résultats, il faut que les produits aient le temps pour pouvoir se transformer afin de donner un résultat à la fin. Donc, quand on quitte d'une activité que nous avons réalisée, avant de dire que nous avons des résultats, on doit dire clairement les produits que nous avons obtenus, combien de temps ces produits ont eu avant de se transformer en résultat. Donc, le résultat ici,
on va parler de résultats quand ces femmes-là vont commencer par appliquer les méthodes contraceptives. Donc, le résultat commence dès qu'on commence par appliquer ce qu'on nous a appris, dès qu'on commence par appliquer ce qu'on a appris, dès qu'on commence par appliquer une connaissance donnée à la base. Donc, pour parler de output, qu'a-t-on produit? Dans quel temps? Qu'est-ce que ça a donné? Et c'est ce que ça a donné là. C'est ça qu'on va appeler output, qu'on va appeler résultat. Donc, ici, on a formé 300 femmes. On leur a donné un mois. Un mois après, on est revenu. On a constaté que c'est 250 qui ont commencé par appliquer ces méthodes contraceptives, qui ont commencé par tester, qui se sont inscrits ou bien qui ont souscrit ou bien qui ont acheté les méthodes, etc., etc. Là, si on peut compter un nombre, c'est ce nombre-là on va appeler résultat. Et s'il y a 250, on va dire que 250 femmes appliquent les méthodes contraceptives. Ça, c'est un résultat. Mais quand on dit 250 femmes ont été formées ou bien sont formées, ce n'est pas un résultat, c'est un produit, puisque c'est ce qu'on a obtenu immédiatement après l'intervention. Donc, pour parler maintenant d'application, c'est qu'on leur a donné le temps pour que chacune d'elles rentre, pour que chacune d'elles prenne de l'air, reste dans son environnement normal, reste dans les conditions normales et maintenant commence par appliquer. Et là, puisqu'on parle de 250, ça veut dire qu'il y a 200, il y a 50 femmes, comme elles sont rentrées, c'est une formation de plus. Elles sont passées à leurs habitudes, elles n'appliquent pas. Donc, chez elles, nous avons juste obtenu des produits et de l'autre côté, on n'a pas de résultats. Maintenant, je fais une parenthèse parce qu'au niveau des résultats, il faut encore creuser. Il y a ce qu'on appelle les résultats immédiats et ce qu'on appelle les résultats intermédiaires. Pour que vous puissiez comprendre, je prends toujours le même exemple. Un mois après, quand on est retourné pour voir ces 300 femmes, pour observer leur environnement, on constate que parmi ces 300 femmes, nous avons 250 qui ont commencé par appliquer. Écoutez bien mon français, qui ont commencé. J'ai utilisé commencer par appliquer. On peut dénombrer peut-être 250. Mais combien ont pu tenir dans le temps? Est-ce que c'est parce que d'autres ont appris qu'on vient, qu'elles ont fait semblant de pouvoir appliquer? Est-ce que les autres ont commencé par appliquer dès déjà le lendemain qu'elles ont reçu la formation? On doit creuser pour savoir pendant combien de temps, sur les 1 mois qu'on a laissé là, combien de femmes ont réellement commencé au lendemain de la formation jusqu'au jour qu'on est arrivé? Combien de femmes ont commencé 1 semaine après? Combien de femmes ont commencé 2 semaines, 3 semaines après? On va les catégoriser. Donc, celles qui vont commencer déjà dès le lendemain et qu'on est déjà aujourd'hui peut-être à la fin du mois, ce sont ces personnes-là qu'on va dénombrer, qu'on va appeler résultats immédiats. Les autres seront toujours à l'étape du produit, bel et bien qu'elles aient déjà commencé l'application. Donc, il faut faire aussi cette nuance-là. Donc, c'est ça qu'on appelle les résultats immédiats. Immédiat que je voulais dire. S'il y avait dit intermédiaire, je me suis trompé. Immédiat. Maintenant, le résultat intermédiaire, c'est ce résultat-là qui fait le pont entre le résultat immédiat et l'effet. C'est-à-dire, ces femmes-là ont déjà pris le temps, comme elles ont déjà commencé par le faire par habitude, etc. C'est rentré déjà dans leur quotidien et elles ont commencé même déjà par toucher leurs frères, leurs oncles, leurs tantes, leurs maris, etc. Là, on va parler de début de résultats intermédiaires et c'est ça qui va nous amener à ce qu'on appelle aux effets. Avant d'arriver aux effets, on peut toucher aussi les outcomes. Les outcomes, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans leur quotidien? Donc, et qui va nous amener aux effets. Donc, c'est les outcomes, on va parler de résultats intermédiaires, résultats immédiats. Et maintenant, au niveau des effets, on va parler de conséquences. Les conséquences, c'est quoi? Est-ce que la femme qui a suivi la formation, quand elle est rentrée, elle a su convaincre son mari pour que son mari adhère aux méthodes contraceptives?
Est-ce qu'elle a pu convaincre sa coépouse, si elle avait une coépouse? Est-ce qu'elle a pu convaincre sa fille? Est-ce qu'elle a pu convaincre sa belle-sœur? Est-ce qu'elle a pu convaincre ses voisines? L'effet se mesure sur l'environnement immédiat. Les proches, c'est sur eux que l'effet se mesure. Est-ce qu'on est en train de voir le projet? Est-ce qu'on est en train de voir l'intervention, les activités à travers les proches de la femme qui a été informée, qui a été impactée? Si on peut voir ça, on va dire que cette formation a eu de conséquences sur l'entourage, sur l'environnement des femmes qui ont été formées. Et quand on va venir au niveau de l'impact, nous avons 3 types d'impact. Nous avons l'impact de début, ce qu'on appelle immédiat, l'impact intermédiaire, et nous avons maintenant l'impact durable qui est l'impact final. Donc, vous allez voir, d'autres vont vous parler de impact à court terme, impact à moyen terme et puis impact à long terme. Donc, ça dépend du jargon dans lequel vous êtes. Et en ce moment, l'impact va se mesurer si nous sommes à moyen terme, à court terme, c'est entre, si c'est un projet de 5 ans, ça se mesure entre la première jusqu'à la deuxième année. À moyen terme, nous allons nous retrouver de la deuxième ou bien au niveau de la troisième année jusqu'à la 5e année. Et l'impact maintenant à long terme, c'est au-delà des 5 ans. Donc, généralement, 2 ans après la mise en œuvre du projet. Donc, quand nous allons constater qu'il y a eu des effets, nous sommes déjà à la fin du projet. 2 ans après, nous allons revenir dans la communauté pour voir si ces femmes-là qui ont été formées continuent toujours pas appliquer, continuent toujours pas avoir de l'effet sur leur environnement, continuent toujours pas impacter un certain nombre de personnes. Est-ce que ça a quitté même de leur village pour aller dans un autre village? Est-ce que ça a quitté même de leur pays pour aller dans un autre pays? Là, nous allons parler de l'impact. Et c'est ça qu'on appelle un changement durable. Donc, j'ai pris cet exemple-là pour mieux vous expliquer les choses. Vous verrez que dans le cours, c'est un autre exemple que j'ai pris. Donc, pour vous permettre d'avoir 2 volets afin de pouvoir mieux comprendre. Le volet que j'ai pris dans le cours, c'est le cas où nous formons, par exemple, des producteurs de riz. On suppose qu'on est venu dans une communauté et on a constaté que les producteurs de riz ont un faible rendement. Les gens déploient assez de ressources, mais finalement, c'est peut-être pour avoir 1 sac, 2 sacs, 3 sacs. Donc, on propose maintenant de leur apporter de nouvelles technologies afin de pouvoir améliorer leur rendement. Donc, vous êtes d'accord avec moi que pour y arriver, les intrants, par exemple, il faut de l'argent, il faut des techniciens, il faut des véhicules, il faut du matériel didactique, il faut assez de choses comme intrants afin de pouvoir réaliser ces activités-là. Et nous allons beaucoup plus faire la formation en salle, la formation en milieu réel, un coaching, un accompagnement, etc. Et cela va nous donner quoi comme produit? C'est que nous aurons un certain nombre de producteurs qui ont été formés. On peut dire 500 producteurs, par exemple, 500 producteurs qui ont été formés. Ça, c'est le produit. Donc, comme résultat immédiat ou bien intermédiaire, nous allons, comme résultat immédiat, nous aurons l'application des formations que nous avons données à ces producteurs. Et comme maintenant, résultat intermédiaire, nous aurons là l'adoption des pratiques agricoles, c'est-à-dire ce qu'on leur a donné, ils ont commencé par adopter. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que leur rendement a commencé par augmenter. Et quel impact que ça peut avoir? Qui dit rendement élevé dit revenu amélioré, dit prise en charge améliorée, dit conditions de vie améliorées. Donc, par conséquent, réduction de la pauvreté. Donc, voilà un peu, vous devez faire clairement la différence entre les intrants, les activités, les outputs, les outcomes et puis les effets. Je voudrais m'arrêter là d'abord pour voir si vous avez des questions avant qu'on ne puisse poursuivre. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'est clair, net. OK, si personne ne réagit, ça veut dire que c'est clair. On évolue maintenant avec les hypothèses, les risques, les indicateurs et puis les parties prenantes.
D'abord, on parle d'hypothèses. Les hypothèses, ce sont souvent qu'est-ce qui doit être vérifié pour que l'activité se déroule dans les bonnes conditions. C'est tout. Quelles sont les hypothèses qui doivent être vérifiées? C'est-à-dire, qu'est-ce qui doit être vérifié pour que les choses se passent dans de très bonnes conditions? C'est ça qu'on appelle l'hypothèse. Par exemple, pour pouvoir faire la formation sur les méthodes contraceptives, on est d'accord que si on n'a pas les prototypes des méthodes, on va juste parler dans le vent. Donc, il faut qu'on ait des prototypes de contraceptifs afin que les gens puissent mieux comprendre. Donc, si on n'a pas ça, on va faire la formation pour faire. Ça, là, par exemple, c'est une hypothèse. Existence ou bien mise à disposition des méthodes de contraceptifs. Autre chose, il faut qu'on ait un expert de taille qui peut expliquer de terre à terre à ces femmes non seulement l'importance et l'utilité, mais aussi comment utiliser ces méthodes-là de manière professionnelle, puisque vous allez voir, il y a certaines femmes qui se plaignent, quand moi je prends tel contraceptif, je grossis, ou bien je deviens mince, ou bien je deviens ci, ou bien je deviens ça. C'est peut-être, je dis ça en tant que profane, hein, c'est peut-être lié à un groupe sanguin, peut-être qu'il y a des contraceptifs qui ne marchent pas avec un certain type de groupe sanguin, ou bien c'est pas compatible à quelque chose lié à sa morphologie, ou bien en termes biologiques, etc. Donc, je ne maîtrise pas trop, hein, je dis seulement les choses comme ça. Le plus important, c'est que vous compreniez que l'hypothèse, c'est ce qui doit être vérifié, c'est ce qui doit être mis à disposition, c'est ce qui doit être sûr et qui ne va pas changer dans le temps et qui aura un impact direct sur l'intervention si cela n'était pas vérifié. C'est ça qu'on appelle les hypothèses. Et ces hypothèses doivent être contrôlées durant la mise en œuvre du projet pour être sûr que ça va marcher. Ensuite, nous avons les risques. Les risques, qu'est-ce qui menace? Qu'est-ce qui nous menace? Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de ne pas atteindre? C'est très important, ces deux-là, les hypothèses et puis les risques. Les hypothèses, c'est ce qui doit être vérifié. Les risques, c'est ce qui doit venir et qui peut nous empêcher de pouvoir évoluer. Nous avons trois types de risques en gestion de projet. Le risque que nous connaissons et que nous pouvons faire quelque chose. Le risque que nous connaissons et que nous ne pouvons rien faire. Les risques que nous ne connaissons pas et que si ça venait, on peut ou bien ne pas pouvoir faire quelque chose. Donc, ça veut dire que ces types de risques, ce sont des risques qui peuvent venir à tout moment dans le projet. On ne sait pas quand, on ne les connaît pas. C'est ça beaucoup plus qu'on appelle un imprévu. Mais il y a des risques qu'on peut prévoir et puis maîtriser quand ça va venir. Donc, voilà un peu les trois types de risques qu'on peut avoir en gestion de projet. Nous avons ensuite les indicateurs. Les indicateurs, ce sont des unités de mesure. Les indicateurs, c'est des unités de mesure qui nous permettent de savoir est-ce que nous sommes dans la bonne direction. Je ne sais pas si vous avez observé le chien une fois. Je ne sais pas si vous avez observé le chien une fois. Quand le chien sort de la maison, vous allez voir, à chaque mètre, il s'arrête et il urine. Un peu, et il longe. Dès qu'il fait tout ce qu'il a fait et qu'il veut revenir à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par rechercher l'odeur de son pipi. Et c'est en recherchant l'odeur de son pipi qu'il se retrouve jusqu'à la maison. Donc, regardez les indicateurs ici comme le pipi de ce chien-là qui se retrouve à l'autre bout du monde et qui cherche maintenant à revenir à la maison. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quand il trouve un point où il est uriné, il sent l'odeur, il sait qu'il est déjà sur la voie. Il avance encore, il cherche. Quand il trouve, il se dit, ah, j'ai encore trouvé. Il avance ainsi de suite. Ça veut dire que comme il sait le nombre de pas qu'il fait avant d'uriner, parce qu'il compte, hein, il est très intelligent. Il peut choisir, par exemple, dire qu'il va faire peut-être 50 pas, 50 pas. Vous voyez, quand il quitte, il fait 50. Après 50 pas, il urine. Après 50 pas, il urine. Donc, quand il se retrouve quelque part et qu'il est prêt à rentrer, quand il trouve un point où il a senti son urine, il sait déjà combien de pas il doit faire. Donc, quand il fait ce nombre de pas-là,
et qu'il tourne, il ne sent pas son urine, il sait déjà qu'il est dans la mauvaise direction. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il revient encore au point de départ. Et c'est du point de départ là qu'il reprend encore à zéro jusqu'à ce qu'il trouve l'autre point et c'est ainsi de suite. C'est comme ça il revient à la maison. C'est pour cela qu'on dit qu'un chien ne se perd pas. À moins qu'on l'attrape, on le tue. Si ton chien quitte la maison, peu importe le jour, il va revenir. Parce qu'il va sentir l'odeur là jusqu'à ce qu'il va revenir à la maison. C'est l'illustration que je prends souvent pour expliquer aux gens un indicateur. En fait, c'est ça. Quand le chien se retrouve à l'autre bout, il sait déjà fixer des indicateurs. Et il sait que pour pouvoir atteindre le but, qui est nous ici en gestion de projet, notre objectif général, on ne sait maintenant pas commencer par quoi? Par la mise en œuvre des activités à travers les intrants. Et quand on met les activités, on recherche quoi? Les résultats. Et quand on atteint les résultats, on recherche quoi? Les objectifs spécifiques. Et quand on atteint les objectifs spécifiques, on touche maintenant l'objectif général. Et c'est ça qu'on appelle une logique d'intervention du projet. Donc, le chien, quand vous regardez cette direction, lui, c'est sa logique d'intervention du projet. Donc, il commence par les intrants, par atteindre les activités, les résultats, ainsi de suite, ainsi de suite. Faites l'expérience un jour. Quand vous allez voir un chien qui est en train de... Faites attention, vous allez voir. Donc, il va essayer de faire son pipi là, un peu, jusqu'à ce qu'il puisse arriver là où il veut aller et après, il revient dans le sens. Donc, c'est ça. L'indicateur, c'est comme ça. C'est comme des éléments qui nous informent si nous sommes dans la bonne direction ou bien si nous sommes dans la mauvaise direction. Et quand on est dans la mauvaise direction, on fait la même chose que ce chien-là, on s'arrête et on revient au dernier point où tout allait bien. Et on regarde maintenant, on se dit, bon, quel est l'élément, quand je venais, quel est l'élément qui m'est familier devant moi? Ah, là où j'avais pris là, il n'y a rien de familier. Ici, là m'est familier. Je vais prendre dans ce sens-là pour voir. Et il prend dans le sens et arriver là-bas, il sent, ah, c'est là que je devais être. Donc, c'est pareil. Donc, quand on a déjà atteint un indicateur et que on devait atteindre l'indicateur suivant, et qu'on voit que la durée, peut-être c'était un mois, dans un mois, on devait atteindre l'autre indicateur, dans un mois, on n'atteint toujours pas l'indicateur, il faut faire une pause, faire un recul pour revenir au dernier indicateur qu'on atteint et on regarde maintenant. On observe pour voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on avait prévu faire l'activité? Comment on avait prévu les choses pour pouvoir atteindre ces résultats? Est-ce que c'est comme ça qu'on a fait? Est-ce que les experts dont on a besoin, c'est ces experts-là qui ont fait le travail? Est-ce que l'argent dont on a besoin, c'est l'argent-là qu'on a mis à notre disposition? Est-ce que l'accompagnement, l'appui, on se pose tellement de questions. S'il arrivait qu'on peut répondre à une des questions, ah non, ça, c'est pas ce qu'on avait prévu. Ah non, ça veut dire que c'était là le problème. Et aussitôt, qu'est-ce qu'on fait? On essaie rapidement de pouvoir réajuster les choses et on reprend. Donc, c'est ça qu'on appelle un indicateur. Maintenant, pour les parties prenantes, c'est qui est concerné. C'est-à-dire pour l'appui, pour l'accompagnement, qui est concerné par cela. Des questions, s'il vous plaît? Oui, monsieur Nicolas. Oui, merci pour la parole accordée. En fait, pour moi, j'aimerais savoir, au niveau des hypothèses, vous avez dit que ce sont les conditions préalables définies qu'une activité soit réalisée. Mais dans le cadre de l'exemple pour la formation des 500 femmes sur les méthodes contraceptives, quel est le risque, un exemple de risque qui peut empêcher ou entraver la mise en œuvre de cette activité? Ok. Je vais vous donner un exemple. La religion, par exemple. Je ne sais pas, vous êtes musulman, vous êtes chrétien, je ne sais pas. Je suis un chrétien. Voilà. Vous êtes chrétien, n'est-ce pas? On dit qu'on veut faire Oui. la formation sur les méthodes contraceptives. Et on a commencé par parler de ça à la radio. On suppose qu'aujourd'hui, c'est vendredi. Et on a commencé par parler à la radio. On dit que le lundi, on veut faire ça. Les pasteurs, les prêtres ont appris ça. Quel sera leur premier réflexe? Pour les pasteurs qui ne sont pas ouverts, tout à l'heure, ils vont vous dire que c'est démoniaque.
Pour les prêtres qui ne sont pas ouverts, tout à l'heure, on vous dit que c'est satanique, que nulle part c'est écrit dans la Bible, donc c'est pas biblique. Il faut aller contre ça. Ils vont commencer par faire de la contre-campagne pour dire aux femmes, n'y allez pas. Si vous allez, vous irez en enfer. Si les chefs religieux commencent par avoir ces débats-là, vous êtes sûr qu'à la formation, on aura une femme? Non. Voilà. Donc ici, la première condition, ou bien la première hypothèse qu'on doit avoir, c'est le ralliement de tous les chefs religieux. Donc, il va falloir que tous les chefs religieux soient d'accord avec ce qu'on veut faire. S'ils sont contre, ça ne va pas marcher. C'est pareil aussi pour les autorités publiques. Hein. Les autorités publiques peuvent dire, on ne vous accorde pas une salle pour la formation. On fait comment? On va faire la formation en plein air, c'est pas possible. Sachant que quand on est entre femmes, on peut décider même faire l'application directe sur d'autres femmes, c'est-à-dire certaines contraceptions. Une femme peut peut-être dire oui, moi cette méthode-là m'intéresse, je voudrais que vous appliquiez ça sur mon corps. Entre femmes, elles peuvent s'entendre, mais est-ce qu'à l'air libre, ça sera possible? Non. Ça veut dire qu'il y a des parties de la formation qu'on ne pourra pas réaliser. Donc voilà par exemple un exemple de condition qui doit être rempli. Donc, il faut aussi faire la différence entre hypothèses et conditions. Les hypothèses, c'est des suppositions qu'on considère comme vraies. Par exemple, on peut dire le ralliement de tous les chefs religieux. Ça, c'est une hypothèse. Alors que les conditions, c'est une exigence à satisfaire. On doit satisfaire cette exigence-là, sinon on ne bouge pas. C'est comme ça. Par exemple, on veut former, on suppose que les chefs religieux sont d'accord. Les autorités sont d'accord. On a tous les experts. On a même les 300 femmes jusqu'on a plus. Maintenant, le partenaire qui devait financer dit, je ne finance plus. Est-ce que la formation aura lieu? Non. Ça veut dire que la première condition qui doit être respectée, c'est qu'on doit disposer suffisamment de budget avant le démarrage des activités. Ça, par exemple, c'est une condition. Donc, il faut faire la différence entre condition et hypothèse. Exemple d'hypothèse aussi, si on finit par exemple de faire la formation et qu'une femme ne pratique, il n'y aura pas de résultat, il n'y aura pas d'effet, le partenaire va nous demander les comptes et on ne pourra rien dire. Donc, l'hypothèse ici peut être, c'est que les femmes qui vont participer là vont appliquer les connaissances acquises. Il y a aussi la question sécuritaire ou bien la question politique. Il y a aussi le partenaire qui doit continuer aussi à collaborer avec nous. Le partenaire peut dire oui, il y a l'argent aujourd'hui, on commence, après un mois, ça s'arrête. Et au Bénin, ici, on a plusieurs cas. C'est le cas de l'USAID, par exemple. Beaucoup de projets qui ont démarré, mais il a suffi que le président américain signe un papier, tout s'est arrêté, c'est fini. Tout s'est arrêté et c'est fini. Donc, voilà un peu hypothèse et conditions. La différence que tout ce que vous allez retenir, c'est que les hypothèses, ce sont des suppositions qu'on considère vraies. Et les conditions, ce sont des exigences. Et les hypothèses, ça peut être hors du contrôle du projet. Ça peut être hors du contrôle du projet. Et c'est pareil aussi pour les conditions. Et ce qu'il faut retenir, c'est que pour les hypothèses, si cela ne se réalise pas, ça veut dire que les résultats ou bien les objectifs risquent d'être compromis. Donc, c'est ça il faut voir aussi. Donc, il faut faire cette différence nette entre les hypothèses et puis les conditions. Monsieur Nicolas, vous avez encore une question? Non, merci. Merci. OK. Donc, faites une différence entre les hypothèses et puis les conditions. Et la formulation aussi, vous allez voir avec les exemples que j'ai donnés, ce n'est pas les mêmes formulations. Donc, ici, j'ai déjà expliqué ces notions-là, hein, la notion d'effet, la notion d'impact et la notion de résultat. Et selon l'OCDE aussi, pour gagner en temps. Maintenant,
On va faire la différence entre la théorie de changement et puis le cadre logique. Je reviens, je vais vous expliquer tout à l'heure la théorie de changement. Donc, la théorie de changement et puis maintenant le cadre logique. Je vais d'abord vous expliquer c'est quoi la théorie de changement. La théorie de changement, je vous donne un exemple pour que vous puissiez comprendre. Bon, ça, c'est ceux qui sont au Bénin qui peuvent comprendre un peu, hein, parce que je vais prendre deux villes. Bon, au lieu d'appeler les villes, je vais prendre le cas général. Je vais quitter une ville A pour une ville B. Je suis encore dans la ville A. Le fait de visualiser mon voyage depuis que je quitte de la ville A à la ville B, c'est ça qu'on appelle la théorie du changement. Ça veut dire, premièrement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord faire ma réservation au niveau du bus ou bien au, au, au niveau de n'importe quelle compagnie de transport. Je vais faire ma valise. Je vais me préparer pour l'heure. Je vais préparer un moyen de transport qui va me prendre de ma maison pour la gare. Arrivé là-bas, quand je vais prendre le bus, je décolle de la ville. Nous aurons un itinéraire à prendre jusqu'à ce que j'arrive là-bas. Et quand je vais arriver là-bas, je ne vis pas là. Donc, il va falloir que je quitte là jusqu'à ma maison. Le fait de visualiser chaque étape et du fait qu'au niveau de chaque étape, j'atteins un niveau de satisfaction, c'est ça qu'on appelle la théorie du changement. Donc, en gros français, on va dire que c'est une représentation logique et explicite de la manière dont une intervention va produire un changement souhaité. Je vais quitter d'une ville A à une ville B. Donc, je vais changer de destination. Je vais quitter d'une destination A à une destination B. En me posant la question, comment ce changement va se faire, mon déplacement de la ville A à la ville B, la réponse que je vais donner à mon comment, c'est cette réponse-là qu'on appelle théorie de changement. Et à chaque niveau, quand je vais trouver une réponse pour mon comment, je dois me poser aussi la deuxième question qui est le pourquoi. Donc, quand vous vous posez ces deux questions-là, comment et pourquoi en gestion de projet, la réponse à ces deux questions-là s'appelle la théorie de changement. Donc, la théorie de changement va vous permettre de résoudre le problème, ou bien de décrire les problèmes à résoudre, les causes profondes, les changements attendus, les étapes intermédiaires, les hypothèses nécessaires et puis les risques pouvant affecter les résultats. Donc, si je reviens à la différence entre théorie de changement et cadre logique, pour que vous compreniez, il va falloir que j'explique aussi c'est quoi le cadre logique. Le cadre logique, c'est un outil de gestion de projet que moi j'appelle souvent la colonne vertébrale du projet. Vous ne pourrez pas gérer un projet sans le cadre logique. Et le cadre logique, c'est le corps même de votre projet. Sans ça, vous ne pourrez même pas bouger. Tout ce que vous ferez dans le projet va découler de cet outil-là, le cadre logique. Que ce soit plan de suivi-évaluation, cadre de suivi-évaluation, les outils de collecte, les outils de suivi. Tout ce que vous aurez à faire dans votre projet aura pour source le cadre logique. Donc, dans ce cours, on va apprendre comment on élabore un cadre logique. Exprès, je n'ai pas insisté dans les modules passés, puisque ici, c'est un élément essentiel pour une bonne théorie de changement. Donc, la théorie de changement ici, comme on l'a dit, c'est pourquoi et comment le changement va se produire. Mais le cadre logique va vous dire que va-t-on faire et mesurer. On connaît déjà le changement. On connaît déjà comment le changement va se produire. Je sais déjà que je dois faire ceci et je connais clairement les choses. Maintenant, dans la pratique, qu'est-ce que je fais? C'est à cette question-là que le cadre logique vient répondre. La théorie de changement, c'est une réflexion stratégique. Tout ce qui est stratégique dans la gestion de projet se réfère aux décideurs. Si c'est dans une ONG, c'est le conseil d'administration. Si c'est dans un projet, c'est le comité d'orientation stratégique.
avec les partenaires stratégiques, bien sûr. Si c'est dans une entreprise, on va parler aussi de conseil d'administration. C'est eux qui font la réflexion stratégique. Et le cadre logique, là, c'est opérationnel. C'est la planification et la gestion. Donc, en tant que gestion, on prend par exemple gestionnaire de projet. Au niveau de la réflexion stratégique, vous n'êtes pas obligé d'être là. Mais au niveau de la planification et la gestion, vous êtes obligé d'être là. Donc, en matière de représentation, la théorie de changement, vous pouvez faire ça comme une carte ou bien comme un schéma de changement. Je vais vous montrer quelques exemples tout à l'heure. Et nous avons aussi le tableau. Le cadre logique se présente sous la forme d'un tableau de 4 colonnes. La première colonne, nous avons la logique d'intervention du projet. La deuxième colonne, nous avons sources les indicateurs objectivement vérifiables. La troisième colonne, nous avons les sources de vérification et la dernière colonne, nous avons les hypothèses, conditions, risques, etc. Donc, le cadre logique, c'est comme ça que ça se présente. Maintenant, la théorie de changement, vous pouvez choisir soit une carte, soit un schéma du moins, et vous allez montrer comment, à partir des problèmes, nous avons proposé des solutions, comment ces solutions, avec le temps, ont commencé par impacter les uns et les autres. C'est ça qu'on appelle la théorie de changement. Et le focus au niveau de la théorie de changement, c'est au niveau des causalités et des hypothèses. Vous allez constater qu'au niveau des projets néerlandais, dans la formulation de leur cadre logique, eux, ils ne mettent pas les hypothèses et les risques. Pourquoi? Parce que eux, ils valorisent ça au niveau de la théorie de changement. Quand vous allez sur le modèle de théorie de changement des projets néerlandais, par exemple, c'est différent des projets européens. Donc, quand vous prenez par exemple la France, par exemple les projets financés par l'AFD, en tout cas tous ces consortiums français, vous allez voir que c'est différent de ceux-là qui sont financés par exemple comme les Pays-Bas, l'Allemagne, etc., etc. Donc, voilà un peu comme ça, comment ça se passe. La théorie de changement est plus complexe que le cadre logique, puisque nous pouvons avoir plusieurs voies pour pouvoir élaborer une théorie de changement. Quand j'ai pris le cadre, par exemple, de quitter d'une ville A à une ville B, on peut quitter une voie tout droite, on peut quitter par une voie avec des zigzags en dents de scie, ou bien une voie comme un cercle, etc., etc. Quand je prends le Bénin, par exemple, quand tu veux quitter Parakou pour aller à Cotonou, c'est 2 villes ici au Bénin. Vous pouvez passer par exemple, Savek et tout, etc., pour aller sortir par Porto-Novo pour aller à Cotonou. Tout comme vous pouvez venir à Boycon, passer par Calavi et aller à Cotonou. Quelqu'un d'autre peut dire non, je vais venir, si je viens, je vais passer par Abomey, je vais arriver à Abomey, je vais passer peut-être par Lokossa, de Lokossa pour aller directement à Cotonou. Quelqu'un d'autre va dire non, arriver à Ouida, je vais arriver à Alada, je vais passer par Ouida, etc. Donc, plusieurs chemins pour pouvoir aller au deuxième. Voilà pourquoi on dit que la théorie des changements est très, très complexe. Si je reviens à notre exemple sur la formation des femmes, moi, je peux dire, par exemple, c'est une formation en salle. Quelqu'un d'autre peut dire non, pour atteindre les objectifs, il faut que ça soit forcément dans un hôpital. Quelqu'un d'autre peut dire non, pour que cette formation-là marche, il faut que ça soit en plein air. Quelqu'un peut dire non, pour que cette formation marche, il faut qu'on les fasse quitter de leur zone de confort pour les amener carrément dans une autre ville pour que les gens soient concentrés, etc., etc. Donc, il y aura plusieurs solutions et toutes ces solutions, vous allez voir, quand on va les analyser une à une, on va constater que toutes ces solutions ont un seul but, c'est qu'à la fin, on puisse avoir des femmes qui appliquent, qui adoptent et qui vivent avec, selon ça dans le temps. Donc, voilà un peu comment ce qu'il faut retenir au niveau de la différence fondamentale entre les deux. Certainement, vous vous posez la question, pourquoi il insiste tant sur la théorie de changement? Quelle est son utilité? La théorie de changement, ce n'est pas un simple document, hein, ce n'est pas un dessin, ce n'est pas un changement, un outil de simple changement, mais c'est plutôt un outil de réflexion stratégique, de planification et de gestion d'apprentissage qui va vous permettre de pouvoir comprendre comment le projet est censé produire le changement recherché. Et c'est une partie qu'il faut vraiment expliquer quand vous êtes dans le cadre de la gestion de projet ou bien dans un projet
réel. Prenez tout votre temps pour expliquer à vos collaborateurs comment et pourquoi le changement va se produire. C'est très important. Si vous n'arrivez pas à expliquer à vos collaborateurs, ou bien si vous n'arrivez pas à expliquer clairement à vos collaborateurs comment le changement et pourquoi le changement va se produire, sachez que vous avez déjà échoué. Puisque la théorie de changement va vous permettre de clarifier la logique d'intervention du projet. Quand on dit logique d'intervention du projet, on parle des intrants qu'on appelle les inputs, les activités, les résultats, les objectifs spécifiques et l'objectif général. C'est ça la logique d'intervention du projet. Ça va permettre à vos collaborateurs de mieux comprendre quand on dit telle activité, c'est quoi. L'activité est reliée à quel résultat. En cherchant tel résultat, quel est l'objectif qu'on poursuit? En atteignant tel objectif, quel est l'objectif général qu'on veut atteindre? C'est ça qu'on appelle clarifier la logique d'intervention du projet. La théorie de changement va nous permettre de pouvoir identifier les causes profondes. On rentre dans une communauté, on remarque que les gens n'arrivent pas à maîtriser les naissances. C'est quoi la cause profonde? Qu'est-ce qui est à la base de ça? On peut identifier plusieurs causes. On peut identifier par exemple comme cause, il n'y a pas de lieu de loisir. Quand le monsieur il va au champ, il revient, il n'y a même pas de lumière, ils sont seuls dans la communauté. La seule chose avec laquelle il peut s'amuser, c'est sa femme. Avec ça, il ressent de la joie, du plaisir, etc. Est-ce qu'en créant un centre de loisirs où chaque soir on va faire de la projection ou bien un lieu qui va permettre aux personnes âgées de se recueillir, est-ce qu'en créant ça, il ne va pas se détacher un peu de sa femme? Et s'il se détache un peu de sa femme, nous sommes en train de réduire les chances pour qu'il puisse féconder la femme. Donc, vous voyez, on peut trouver là comme cause profonde l'absence, par exemple, de centres de loisirs ou bien de lieux de loisirs ou bien des activités qui vont occuper. Secondo, peut-être que les deux n'ont pas des choses à pouvoir s'occuper, n'ont pas des activités qui les occupent autant. Donc, il faut les accompagner dans le développement des activités génératrices de revenus des AGR, de telle sorte que chacun ait une occupation sérieuse dans la journée. Et comme ça, le soir, avec la fatigue, les idées de tendance à aller l'un envers l'autre, l'une envers l'autre, vont peut-être diminuer à cause de la fatigue. Et là, ça réduit encore les chances. Donc là aussi, c'est parce que peut-être les gens n'ont pas beaucoup de choses à faire. Donc, vous voyez, il y a de ces genres d'analyse qu'on peut faire et à chaque niveau d'analyse, on propose une solution et c'est la proposition de ces solutions-là qui vont nous conduire à élaborer la logique d'intervention du projet qui va nous permettre de ressortir clairement la théorie de changement. Donc, la théorie de changement aussi va nous permettre de pouvoir concevoir les interventions pertinentes, de construire le cadre logique, d'identifier les hypothèses, d'anticiper les risques, de renforcer le suivi et évaluation, de faciliter la prise de décision, de favoriser l'apprentissage et de renforcer la redevabilité. Donc, c'est très important. Donc, avec la théorie de changement, on peut élaborer très facilement notre cadre logique. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir au niveau de la théorie de changement en termes d'utilité. Maintenant, les questions de base, quelques questions de base que vous pouvez vous poser. Il s'agit de quel problème? Vous pouvez vous poser ces questions-là, etc., etc. Donc, pourquoi avons-nous besoin d'une théorie de changement? Je l'ai déjà expliqué. Donc, voilà ce schéma-là que j'utilise souvent pour expliquer la théorie de changement. Regardez l'action. Nous avons une dame qui est au bord d'un marigot. Elle prend un caillou, elle lance le caillou. Vous pouvez faire l'essai demain avec une bassine, par exemple. Elle lance le caillou. Qu'est-ce qu'on constate? On constate des éclaboussures. D'abord un trou, et de ce trou ressort de l'éclaboussure. Après, nous avons des répercussions autour à travers des ondes. Nous allons prendre ici cette illustration-là pour dire que la pierre représente l'intrant. Parce que c'est la pierre là qui a donné la conséquence de tout ce qu'on a vu, que ce soit l'éclaboussure, que ce soit les ondes, etc. Donc la pierre ici, c'est l'intrant, ça représente l'intrant. Et le lancer, c'est l'activité. Puisqu'on a dit que l'activité, c'est qu'est-ce qu'on fait. Et l'intrant, c'est avec quoi. Qu'est-ce que je veux faire?
je veux lancer quelque chose dans l'eau. Avec quoi? Avec une pierre. Donc, la pierre ici est l'intrant et mon action de lancer, c'est ça qui est l'activité. Donc, quand nous allons lancer, qu'est-ce qui va se passer automatiquement? C'est l'éclaboussure. Donc, dans l'éclaboussure, nous avons directement ce qu'on appelle les résultats. On va commencer d'abord des produits, puisque ça va faire d'abord un trou et ça va faire doudoum avant de sortir. Donc, le trou et doudoum, excusez-moi, cette appellation, on va appeler ça produit, mais les éclaboussures qui vont naître de ça, on va appeler ça les résultats. Et les ondes qu'on aura autour, on va les appeler les effets, puisque ces ondes-là sont nées de l'action, sont nées du trou, des éclaboussures qui ont été créées et nous avons les ondes. Et vous allez voir, les ondes-là vont se propager. Et si c'est un fort impact, qu'est-ce qui va se passer avec la pierre? Ça va se disperser, même couvrir tout le marigot. Donc, ce qui va donner les impacts. Donc, la théorie de changement avec la métaphore de la flaque d'eau. Donc, même si vous oubliez tout, vous pouvez vous rappeler de cette illustration-là. Une femme qui prend une pierre et qui lance dans l'eau. La pierre est l'intrant. Le fait de lancer, c'est ça qui est l'activité. Nous avons le trou que ça crée, le son que ça produit, qu'on va appeler les produits, qui vont conduire directement aux éclaboussures, qui seront ici nos résultats. Et ces éclaboussures vont créer des ondes autour de là où nous avons eu l'éclaboussure. Et c'est ça qu'on va appeler les effets. Et vous allez voir que tout est lié. Tout est lié. Donc, de là, vous pouvez vraiment expliquer tout simplement la métaphore. Donc, des actions spécifiques entraînent les résultats qui, à leur tour, produisent des effets et qui, à leur tour, donnent des impacts à long terme. Donc, nous allons voir la chaîne des si un peu plus loin. Mais nous allons parler beaucoup plus ici de la chaîne des résultats. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions pour moi? Ça commence par être long, hein? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions pour moi? Est-ce qu'il y a des questions pour moi? Il n'y a pas de questions. Et c'est aussi calme. C'est aussi calme. De toute façon, c'est calme là. Monsieur Jack, c'est bon pour moi. OK. On est en train de chuter déjà. Ici, nous allons parler de la chaîne des résultats. La chaîne des résultats, c'est quoi? C'est une représentation logique qui montre comment les ressources mobilisées par une intervention conduisent progressivement au changement attendu. Ce que le projet investit, ce que le projet réalise, ce que les changements observés, les effets durables recherchés. Donc, la chaîne de résultats répond à la question comment passons-nous des moyens utilisés aujourd'hui à l'impact souhaité demain. Donc, la chaîne de résultats est proche de ce qu'on appelle la logique d'intervention d'un projet et constitue souvent une composante importante d'une théorie de changement. Donc, vous allez voir, c'est juste la chaîne là. Nous avons les intrants, les activités, les extrants, les effets et puis les impacts. C'est ça qu'on appelle la chaîne des résultats. D'autres cassent au niveau des extrants, là, on casse ça en mettant produit et résultat avant de mettre effet et impact. Donc, c'est ça que d'autres appellent aussi output. Donc, c'est l'appellation en anglais. Donc, le fichier est là, vous pouvez après lire. Donc, j'ai donné un exemple ici. Quand vous prenez les intrants pour un projet sur l'amélioration des revenus des producteurs de soja, comme intrants, nous avons le budget, le personnel technique, la semence, les partenaires. Comme activité, nous avons la formation des producteurs, la distribution des intrants, le conseil agricole, l'organisation de la commercialisation. Comme extrant,
Nous avons 2000 producteurs qui sont formés, qui sont aussi les produits. Nous avons 100 tonnes de semences distribuées qui sont aussi les produits et 50 coopératives accompagnées qu'on peut appeler comme les résultats ici. Nous avons, comme je vous l'ai dit ici, les effets immédiats et les effets intermédiaires. Les effets immédiats, c'est que les producteurs adoptent les bonnes pratiques. Les producteurs utilisent les semences. Et les effets intermédiaires, nous avons l'augmentation des rendements à travers l'adoption. Nous avons l'amélioration de la qualité du soja à travers la semence améliorée qui a été utilisée. Nous avons un meilleur accès au marché. Et tout ceci va donner un impact sur l'augmentation durable des revenus, l'amélioration aussi des conditions de vie. Donc, ici, pour raconter l'histoire d'une histoire à travers une chaîne de résultats, on dit ici, nous investissons les ressources, c'est-à-dire les intrants, nous réalisons des actions, ça veut dire les activités, nous produisons les résultats intermédiaires, on parle des produits, ces résultats provoquent des changements qu'on va appeler des effets, et ces changements contribuent à un impact durable. Donc, c'est donc le chemin logique qui relie l'action au changement. Donc, voilà un début d'élaboration de la théorie de changement. Ce n'est pas encore la théorie de changement, ça. Donc, c'est le chemin logique. Donc, vous devez maîtriser ce qu'on appelle la chaîne de résultats. C'est très important. La chaîne des résultats, c'est très important. Donc, nous avons plusieurs types de théories de changement. Hein. Nous avons la théorie de changement linéaire, multivoie, systémique, participative, comportementale, basée sur le droit, adaptative et puis maintenant transformationnelle que vous pouvez aussi avoir. Donc, voilà ce que j'avais prévu ce soir. Demain, nous allons voir le processus de la théorie de changement, c'est-à-dire quelles sont les étapes qu'on suit pour pouvoir élaborer une théorie de changement. Et je vais vous montrer aussi quelques modèles d'une théorie de changement et on va finir par un cas pratique. Donc, voilà ce que j'avais prévu ce soir ici. Est-ce que maintenant il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là et on se dit à demain. C'est vrai qu'on a dépassé de 8 minutes. Demain, on fera l'effort pour ne pas excéder ce temps-là. Question? Monsieur Jack, Oui, je vous écoute. oui, si je comprends bien, au niveau de la chaîne de changement, bah, je ne sais pas si ça. Extra là, égale à produit, non? C'est extra égal à produit ou. Non, j'ai dit, Extra que je n'ai pas compris. quand on parle de extra, vous devez voir deux choses, produit et résultat. Dans certaines écoles, on va vous dire que extra, c'est le résultat. Et on oublie le produit. C'est pour cela que j'attire votre attention que extra égale à produit plus résultat. C'est ça. C'est bon? Oui. Ok, super. Oui, monsieur Nicolas. Oui, monsieur Jacques, moi Oui. j'ai une préoccupation entre la chaîne de valeur et puis la logique d'intervention. Je vois, c'est La comme chaîne si de résultats, la chaîne de résultats. la chaîne des résultats, oui. Oui. La chaîne des résultats et puis voilà la logique d'intervention. Je vois, c'est comme si ce sont les mêmes éléments et juste leur alignement. L'autre est de manière verticale et puis l'autre est l'un de manière horizontale. Ou bien il y Non, a une autre non, c'est pas explication la donnée, je même ne sais pas chose. trop. Au niveau de la logique d'intervention, nous avons activité, résultat, objectif spécifique, objectif général. Ça, c'est la logique d'intervention du projet. Mais la chaîne de résultats, nous avons intrant, activité, extrant, effet et puis impact. C'est deux choses différentes. C'est bon? D'accord. C'est Oui, deux c'est choses bon. différentes. Autre question? Il n'y a pas de question?
C'est tout? Ok. Si c'est tout, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Et j'espère très bien que que vous avez vraiment compris ce que nous avons vu aujourd'hui. Donc, on va se dire à demain. Je partage le PDF dans le forum, donc pour vous permettre de relire à tête reposée. Et peut-être demain, on aura des questions. On se dit à demain. Monsieur Nicolas.